Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast qui a pour but de soigner l'esprit pour guérir la terre. La semaine dernière, nous avons parlé de l'inertie de l'esprit et du cœur et j'ai commencé à vous parler de différentes causes. Je vais continuer aujourd'hui. Nous avions terminé la semaine dernière sur la peur de paraître inadapté, puisque dans ce monde, nous devons tous rentrer dans un moule. Et d'ailleurs, il y a eu aussi quelques discussions sur le site, donc sur le blog. Et on a un peu parlé de faire un challenge. Alors, on va pas... C'est pas un challenge dans le sens où on va tous se mettre à manifester, mais si vous vous sentez concerné et que vous ne savez pas comment apporter votre pierre à l'édifice, je vais vous inviter à participer le samedi à un petit truc très facile sur un thème défini. Je vais réfléchir à un calendrier. Donc que vous ayez un blog, que vous le partagiez sur n'importe quel, sur ce que vous voulez, peu importe, du moment qu'après vous venez laisser par contre, pour que je puisse aller le voir aussi. Mais c'est vrai que la nature est partout. Alors j'ai réfléchi un peu sur juste le thème de l'arbre. Alors comme je pense à Light and Smell qui est plutôt challenge lecture, peu importe. Si vous êtes plus lectrice, vous choisirez par exemple un livre avec un arbre sur la couverture. Vous êtes marcheur, randonneur, vous faites des photos, vous pouvez photographier l'arbre. Si vous dessinez, c'est vraiment l'occasion de vous lancer dans le dessin végétal. Pour ceux qui aiment écrire, que ce soit des poèmes ou des petits textes, l'arbre peut être aussi le thème. Vraiment, il y a les possibilités sont nombreuses. Je pense que le pouvoir que nous avons, qu'il soit sur la toile ou dans la vie réelle, est très important. Et moi je me dis, c'est ce que j'ai écrit, c'est que tant qu'à faire partie des pollueurs numériques, autant l'utiliser pour notre patrimoine commun. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et j'attends les réactions sur l'article qui sortira mardi sur cursleyacademyproject.com. Je vais donc reprendre sur les causes de l'inertie de l'esprit et du cœur. Donc après la peur de paraître inadapté, je vais parler du manque de confiance en notre intelligence. Même si ça peut sembler un peu particulier, mais n'empêche que on est nombreux à hésiter, à exprimer nos inquiétudes, parce que il y a une peur de se retrouver embrouillé dans un débat de faits, de chiffres, qui vont finir par dépasser nos connaissances et dans le contexte économique global, on nous exhorte à nous remettre à des prétendus experts qui vont nier le rapport, par exemple, entre le nucléaire et le cancer, ou qui vont nier le rapport entre les pesticides et l'asthme, il y a des accords commerciaux vis-à-vis du chômage. Donc c'est facile de se méfier de ces jugements et de ces intuitions, surtout quand on est dans un contexte où les autres semblent accepter la situation. C'est du vécu, je vous parle de ça parce qu'en fait je l'ai vécu ce matin, et il y a une sorte de timidité intellectuelle qui est très utile aux détenteurs du pouvoir, et ceux-là peuvent vraiment nous empêcher d'exprimer nos perceptions et nos idées. Et c'est dommage parce que les personnes, quand l'a soulevé, l'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter.
j'aime beaucoup quand. Alors pour l'anecdote de ce matin, c'est vrai que je vais recevoir en écothérapie, non seulement avec mes chevaux, mais à partir de l'année prochaine avec un chien qui est aujourd'hui un chiot de 3 mois, donc qui est en formation, on va dire. Mais moi aussi je suis en formation, parce que quand il est arrivé, j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Pourtant c'est un chien que j'ai pris dans une famille, voilà, pas de souci. Et pourtant ce chiot avait un comportement totalement inhabituel. Il semble souffrir déjà de traumatisme, donc à 3 mois c'est ennuyeux. Et j'ai donc eu une discussion qui s'est avérée relativement houleuse au départ avec des bénévoles de l'association. Alors c'est vrai que des associations, c'est vrai qu'ils n'y sont pour ce ne sont pas eux qui sont responsables, mais étant donné qu'ils sont intermédiaires, je me suis permis de soulever le problème de la compétence des associations en France, parce que je vais m'arrêter simplement à ce que je connais dans ma région. Et le petit problème, c'est que finalement, il n'y a pas d'association qui va vraiment nous permettre d'être sur notre patrimoine commun. Alors, il y a les associations qui défendent les chats. Donc, les chats ont tous les droits. Les autres animaux, apparemment, embêtent les chats. Moi, j'ai un chiot. Je peux vous dire que j'ai mon chat, il lui a mis une sacrée raclée. Le chat, c'est vraiment une méconnaissance où je ne sais pas. Enfin, j'arrive pas trop. J'ai beaucoup d'incertitudes sur ce que ça peut représenter, parce que le chat est un animal mis sur un piédestal. Alors c'est vrai qu'il est très chou et il peut nous attirer par de nombreuses... il est manipulateur, le chat, finalement. Alors ne le prenez pas mal, j'ai 3 chats et je les adore. Mais par contre, quand ils sont en surpopulation, ça devient un souci comme pour le reste. Il y a une autre association qui ne va s'occuper que des chiens. Alors bon, on s'occupe que des chiens. Ici, on a récupéré poules, chevaux, donc du coup le chien maintenant, 3 chats. Mais on fait tout ça justement dans la biodiversité. Les chevaux, on va ramasser le crottin, on va le composter. Enfin, on va faire en sorte que ça fasse vraiment un tout. Et je suis toujours extrêmement surprise de cette façon d'aller nourrir des chats, alors que alors je suis quand même éthologue, alors pas du tout spécialisée dans les félins, mais j'ai juste remarqué sur les chats qui sont passés chez moi, c'est par rapport aux autres animaux, on va employer le terme détenu, parce que c'est ce terme-là qui est employé par la législation. Je l'aime pas. D'abord, je suis détenue par un de mes chats. D'ailleurs, j'habite chez cette chatte, comme tous les autres ici. Mais ça me paraît tellement... c'est vrai que j'ai une chatte qui sort jamais. Par contre, elle va sur le toit. Elle passe par les Vélux, elle va sur le toit. Elle se planque du côté de la cheminée ou même dans la chenot. Elle s'aplatit. Alors c'est d'une patience, le chat, c'est incroyable. Et le moindre pigeon, pourtant c'est une toute petite chatte. Les pigeons sont énormes. Alors moi, ça me dérange pas. Elle fait une régulation de pigeons. Il y en a pas mal. Ils vont squatter sur les toits d'en face. C'est pas, ça me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que elle arrive systématiquement à en choper un. Et donc en ayant un espace restreint qui est sur la toiture, et bon, elle joue avec, donc c'est assez cruel. Puis après, elle le dépiote et elle mange. Je vais retrouver que 2-3 plumes. Alors moi, je veux pas voir ça, mais je respecte son état de chat. C'est un chat.
c'est un très grand prédateur. Et ici, il y a une association qui nourrit les chats sauvages. Ce qui fait que c'est problématique, hein. D'un point de vue autant éthologique que sociologique, que tout ce que vous voulez. C'est un problème même de santé publique. Parce que sur des pâturages, il y a des chats qui sont nourris juste quasiment sur les pâturages, hein, donc que ce soit des vaches, des moutons, et même voire sur des prés qui sont faits par mes chevaux que j'ai, qui étaient avant des prés à foin de toute façon, donc nourriture d'animaux de ferme. Et ici, ce sont des petits, vraiment, il n'y a pas beaucoup de bêtes dans les fermes, donc c'est plutôt une bonne chose. Et là, on va être obligé d'aller se plaindre parce que ça fait plusieurs fois qu'on leur dit d'arrêter de nourrir les chats à cet endroit parce qu'ils viennent se regrouper. Et effectivement, les déjections de chats, vous pouvez pas poser un pied sans être sur une merde de chat. Alors les chevaux sont pas trop couillons, ils mangent pas. Mais c'est vrai que j'expliquais à cette personne ce matin que il faut aussi respecter l'hygiène des autres animaux. Parce que ces chevaux, quand ils sont détenus, ils peuvent pas aller se nourrir ailleurs et du coup ils vont pas manger, quoi. Et ça devient impossible. Il y a d'autres endroits s'ils veulent vraiment nourrir tous les animaux de la planète, ce qui n'est pas les aider parce qu'en fait ils les fragilisent en plus. Mais voilà, c'est pas. Moi, je trouve pas que ce soit justement être lié sur quelque chose que nous avons, un patrimoine commun, c'est-à-dire cette planète où il faut de la place pour tout le monde et où il y a déjà l'homme qui est en surpopulation. C'est problématique. C'est pas la peine d'avoir d'autres espèces qui sont en surpopulation alors qu'on a des espèces qui sont en voie de disparition et qui sont pas protégées. Enfin, c'est vrai que l'humain a beaucoup de travail à faire sur lui-même. Alors, bien sûr, je vais enchaîner sur la peur de culpabiliser, qui est une des raisons justement de l'inertie de l'esprit et du cœur. Ce que je viens de dire au sujet des chats, des chiens, des chevaux, sachez que c'est vrai que ça peut être mal pris parce que si ça se trouve chez vous, vous avez 10 chats. Mais ça dépend de la façon dont vous vous en occupez, c'est pas le chat le problème. Et c'est vrai que ces émissions sont destinées à semer la graine de la réflexion et pas de la culpabilité, parce que quelqu'un qui est culpabilisé fera pire que mieux, et dans tous les cas de figure, y compris cette personne ce matin, j'ai pas voulu la culpabiliser, mais c'est difficile parce que j'ai remarqué aussi que l'humain est se sent très facilement coupable. Et coupable de quoi ? Responsable éventuellement, parce que c'est une association, donc on prend les responsabilités et on a beau proposer des formations, on a beau proposer des interventions, non, ils savent tout. Mais en fait le problème c'est que c'est pas du tout leur métier, qu'ils savent rien. Alors moi je me retrouve avec un chien qui a des difficultés. Avant, je travaillais surtout avec des herbivores et donc sauvages, hein, et donc les chevaux que j'ai récupérés. Eh bien, me voilà reparti pour une année d'études et d'observation du canidé, parce que moi je reconnais que je n'ai pas la compétence. Et comme il n'y a pas d'éducateur canin sur mon secteur, j'ai posé la question à notre ostéopathe qui par contre est très calé au niveau chien. Mais je peux pas non plus la harceler tous les jours à chaque fois que j'ai un souci avec mon chien. Donc je vais suivre un parcours avec un éthologue qui s'occupe principalement de la réintroduction du loup, mais qui donc est très calé en
en canidé, parce que un chien reste un canidé, donc on lui enlève pas non plus son instinct de canidé. Et puis je vais travailler, j'ai un mémoire à rendre. Voilà. Donc sachez qu'en ce moment, les consultations, quand elles sont avec le chien, elles sont offertes, puisque c'est juste de l'observation. Alors, est-ce qu'on parle de justement une des causes qui est la peur de culpabiliser? J'ose pas après ce que je viens de vous dire en fait. Mais on vit dans une société de croissance industrielle. Et je crois que on est peu... Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a une prise de conscience sur le fait d'être complice d'abus qui sont considérables. Dans l'économie globale d'aujourd'hui, il est pratiquement impossible de se nourrir, de s'habiller, de se transporter sans causer des dommages qui sont involontaires au monde naturel et au bien-être des autres. C'est vrai que c'est une possibilité que se sont données certaines personnes, mais il y a tellement de poids financiers qui sont mis sur les familles que c'est aussi un problème social. Et dans ces cas-là, la grande distribution est largement gagnante parce qu'elle se fout de... Je ne voudrais pas être impoli, mais c'est vraiment n'importe quoi. S'ils affichent des prix bas, mais de l'autre côté, ils se rattraperont sur autre chose. Ils ne vont surtout pas vendre à perte, surtout pas ces gens-là. Et j'ai l'impression qu'on traîne aussi cette sensation diffuse d'être responsable des actes de violence massifs qui sont perpétrés en notre nom. Et en fait, les Américains paient un très lourd tribut parce qu'ils ont décimé des peuples natifs. Il y a l'asservissement des Africains, l'oppression de leurs descendants, le bombardement d'Hiroshima, la guerre du Vietnam. Enfin, la France est un peu responsable aussi. La dévastation militaire et économique, que ce soit en Irak, en Afghanistan. Il y a énormément de répression de mouvements de libération dans le monde entier. On en arrive aujourd'hui à l'utilisation de drones de combat. Il y a une véritable flambée des exportations d'armes. Les trafics de drogue sont limite encouragés par la CIA. La torture, la détention arbitraire, la surveillance massive des gouvernements, des citoyens. Enfin, la liste, je crois qu'elle n'a pas de fin. Mais la culpabilité, c'est quelque chose qui est difficile à porter. Et personne ne veut se sentir coupable. Ça mine, puis ça a tendance à détruire l'estime de soi. Et en fait, moi, je vois ceux qui ont cette conscience, mais qui se sentent tellement coupables qu'ils jettent un voile dessus. C'est un peu ce qu'on appelle mettre le truc au fond de sa poche avec le mouchoir par-dessus, pour employer une expression connue de tous. Et voilà, et c'est dommage, parce qu'en fin de compte, c'est qu'on n'a pas de patience ni de pratique qui pourrait permettre d'affronter cette culpabilité qui est collective. Je travaille là-dessus, mais il faudrait être beaucoup plus nombreux, et c'est pour ça que c'est un appel à la réflexion sur nous, sur chacun d'entre nous. Vous savez, il n'y a personne de parfait, et moi aussi, il y a des choses sur lesquelles je réfléchis chaque jour. Donc, je crois qu'il y a une culpabilité collective, et il faut l'affronter. Et je crois qu'on peut tous apprendre. La preuve, me voilà repartie avec les canidés. Mais puis l'Afrique du Sud, l'Allemagne, le Guatemala, entre autres, ont montré
qu'il est possible de demander pardon avec force et dignité. Et que c'est vraiment très positif, ça aide à guérir. Enfin, en attendant, tant que nous n'apprendrons pas tous ensemble comment traiter nos sentiments de culpabilité, eh ben, on se retrouve, on en a déjà parlé, on se retrouve dans le refoulement et avec tout ça, on reste sur notre douleur pour le monde. Et qu'est-ce qu'on a fait en culpabilisant? Malheureusement rien, et à la limite, si on se sent mal. Voilà. Donc c'est vrai que la culpabilité, que ce soit en éco-psychologie ou même en psychologie simplement, c'est vrai que c'est un sentiment à toujours travailler. Vous vous êtes senti coupable? Oui. De quoi et pourquoi? C'est vraiment quelque chose, et ça fait du bien de découvrir le pourquoi, de pouvoir transformer une éventuelle culpabilité en responsabilité. C'est plus facile de prendre ses responsabilités et de faire des choix. On va s'arrêter là pour la culpabilité. Dans ce qui concerne l'inertie, donc pour l'instant, qui a un frein au changement de cap, il y a aussi la peur de blesser des êtres chers. Et ça, c'est assez incroyable, parce que on a tendance à réprimer notre souffrance pour la planète, non seulement en raison de notre gêne ou de notre culpabilité, comme on en a parlé avant, mais aussi par amour. Ça peut sembler étrange, mais c'est vrai qu'on répugne on considère qu'on les accable, ceux qui nous sont chers, de ce fardeau qu'on porte. On veut leur épargner cette détresse qu'on porte en nous. Donc même si on ressent la douleur de la planète, on se sent aussi responsable de l'autre. Pour les parents et les grands-parents, il y a un dilemme de psychologique qui est difficile et délicat. En général, on ne veut pas les perturber ou effrayer davantage, surtout nos enfants, parce que ils supportent déjà la dure besogne de grandir et d'apprendre dans ce monde. Donc bon. Et ce profond désir de les protéger, malheureusement, va nous empêcher de leur faire connaître et de ressentir ce qui arrive à notre monde, parce que eux, je ne crois pas qu'ils soient ignares, donc ils sont aussi au courant, et en fait tout le monde est au courant et personne n'en parle. Je prends particulièrement les anciens. Si vous allez en discuter avec les anciens, ceux qui ont travaillé la terre, tout ça, vous allez être surpris de tout ce qu'ils peuvent vous apprendre et de tout ce qu'ils ont constaté. Là, il y a une connaissance qui ne devrait pas se perdre, parce que c'est pas du tout ce qu'on va apprendre. Comme c'était des paysans, ils n'ont pas fait des relevés, c'est pas des scientifiques. Par contre, verbalement, ils en parlent et ils sont capables, ils ont une mémoire phénoménale. Moi, j'en connais chez qui je vais les voir, et ils ont la mémoire des dates, la mémoire des années. C'est phénoménal. Donc c'est pas les protéger que de pas en parler. Finalement, le jour où j'ai commencé à en parler, il y en a beaucoup qui ont soufflé en se disant: oh là là, ils sont pas tous inconscients. C'est assez curieux. Et pour les enfants, c'est la même chose. Il y a une éducation déjà à l'environnement qui est de la responsabilité des parents, mais il faut pas leur faire peur. Non, justement, on peut les aider à choisir la vie. On en a déjà parlé ça. Parce que c'est dommage de s'empêcher de faire connaître, de faire ressentir ce qui arrive à notre monde. Et puis le silence peut donner aussi l'impression qu'on ne sait rien, et ça, à la limite, ça peut... je trouve que ce qui est pire, c'est que surtout qu'ils aient le sentiment qu'on s'en fiche complètement et qu'on s'en désintéresse, alors que c'est leur avenir.
c'est vrai que c'est pas forcément de... On cherche parfois à protéger et c'est pas... Ça ne protège personne. Au contraire, je crois que ça fait plus de souffrance. Donc, si vous avez des enfants, c'est le moment de partager des sorties en famille, d'aller en forêt. J'ai proposé il y a quelque temps un petit atelier pour faire du land art. C'est vraiment... Voilà, l'éducation à l'environnement, c'est quelque chose de très simple. C'est tout simplement de ne pas avoir peur de la nature. Alors, comme elles sont nombreuses, les raisons du déni, il y a aussi la croyance en un soi séparé. Séparé de quoi, me demanderez-vous ? En fait, c'est difficile de reconnaître la douleur pour le monde si nous-mêmes, nous nous croyons fondamentalement séparés de tout ça. Il y a un a priori individualiste qui est vraiment... c'est particulièrement la culture occidentale qui conditionne à penser de la sorte. J'ai vu cette tendance à interpréter les sentiments de peur, de colère, de désespoir vis-à-vis de la Terre en termes de pathologie personnelle. Et cette détresse par rapport à l'état du monde, elle est encore une fois vue comme une névrose. Donc, qui va provenir peut-être d'un traumatisme précoce, de difficultés non résolues avec une figure parentale que nous projetons sur la société. C'est vrai que on est tenté de discréditer les sentiments qui proviennent de notre solidarité avec nos proches et puis les autres êtres vivants aussi. Et c'est curieux d'être quand même conditionné à ne pas prendre au sérieux les affects qui se rapportent à nos besoins, à nos désirs individuels. C'est curieux aussi d'estimer difficile de croire qu'on peut souffrir au nom de la société et au nom de notre planète. Une telle souffrance est réelle, elle est valide, elle est naturelle, puisque nous en faisons partie. On ne peut pas séparer... On peut pas se séparer complètement de notre réelle nature. C'est quelque chose qui est pour moi très incompréhensible. Mais quelque part, il y a un détournement de l'attention. Parce que quand on va quelque part, souvent, presque, les équipements électroniques exercent une emprise qui est permanente sur notre attention. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé, mais pas là-dedans. Mais c'est vrai que tout ce qui est technologie a tendance à perturber et à nous rendre beaucoup moins attentifs. C'est pour ça d'ailleurs je me suis débarrassée de tout ça, ça m'a fait peur. On est vulnérable à l'interruption et cette vulnérabilité nous empêche de réfléchir en profondeur ou de tenir même une conversation sérieuse. C'est bizarre parce que les moyens de communication électronique du genre smartphone, SMS, courrier électronique, Facebook, Twitter et compagnie, ils ont tous sur l'esprit humain des effets qu'on commence à peine à comprendre. Alors j'avais lu un bouquin très bien documenté là-dessus que je peux retrouver et vous le donner si vous voulez, mais en tout cas cette distraction de l'esprit, elle émousse notre réaction aux nouvelles qu'on reçoit et qui commence à constituer une réalité virtuelle dont l'impact émotionnel dépasse à peine celui d'un jeu vidéo. Donc nous sommes bien sûr submergés d'informations
qui sont parcellaires, hein, parce que bon, sur Twitter, si ma mémoire est bonne, on peut pas mettre beaucoup de caractères, et ça engloutit complètement notre conscience de soi. Ça dilue aussi notre relation au monde réel, hein. Et puis notre attention, notre imagination, c'est détourné, ça diminue aussi la capacité d'envisager ce que nous pourrions encore créer. C'est vrai que le numérique, encore une fois, le numérique n'est pas le problème, c'est la façon dont c'est utilisé, mais de plus en plus, quand je vais prendre mon café le samedi matin, je vois des jeunes et des beaucoup moins jeunes, parce que les jeunes, on pourrait se dire, ils sont nés à l'ère numérique, les autres non, et qui sont, ils sont ensemble, mais en fait non, ils sont tous avec leur smartphone, voire même des fois une tablette, et je me suis toujours demandé à quoi ça sert d'aller boire un café ensemble, c'est pas pour se parler. Et puis à savoir que effectivement, quand c'est écrit, alors écrit manuscrit, c'est pas la même chose, hein. Donc ça, je le mets bien de côté. Quand c'est écrit via un clavier, on n'a pas la même façon de mettre nos émotions dans ce qu'on envoie. D'ailleurs, elles ne vont pas se ressentir. Vous n'avez pas une lettre, vous allez avoir une ponctuation, quelque chose, la rondeur de l'écriture. Il y a beaucoup de choses qui transparaissent dans une lettre manuscrite. Alors évidemment, rien ne vaut une conversation en face à face, où on entend aussi les intonations de voix, et comme notre langage est fortement non-verbal, ça permet de voir la personne en face, ce que la technologie permet. Et ce n'est pas ce qu'on utilise principalement. C'est dommage, parce que on s'engage vraiment sur du crétinisme. Ça, c'est dommage. Et dans tout ça, il y a aussi la peur d'être impuissant. Dans ce thème-là, ce que j'essaye de vous dire, c'est en gros, j'y pense pas parce que j'y peux rien. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est l'impuissance, mais je l'ai souvent entendu, hein, cette réponse, quand je parle d'un problème social ou écologique, et en plus, c'est quand même particulier, parce que moi, quand je parle de quelque chose, c'est toujours quelque chose de local. Donc se sentir impuissant à quelque chose de local, c'est dommage. Et du point de vue logique, c'est quand même un sophisme qui confond ce qui peut être pensé et ressenti avec ce qu'il est possible de faire. Ouais. Et ce raisonnement est tragique, parce que les forces en présence sont perçues comme si puissantes qu'elles peuvent être ni considérées consciemment, ni analysées sérieusement. On va se trouver doublement victimisé quelque part, parce qu'on est entravé à la fois dans notre pensée et dans nos actes. Et c'est difficile de résister aux informations pénibles, parce que c'est le prétexte que nous ne pouvons rien y faire. Je pense pas que ça provienne vraiment de l'impuissance. C'est mesuré par notre incapacité à réaliser un changement, plutôt que la peur d'éprouver l'impuissance. Après, c'est ce que je ressens moi. Le modèle qui est dominant dans la culture occidentale, je suis le maître de mon destin et le capitaine de mon âme. C'est un poème d'Henley. En fait, ça nous décourage de nous confronter aux problèmes dont nous n'avons pas la solution immédiate. Alors que là, on n'est pas dans la solution immédiate, on est justement dans le fait de changer de cap, et voilà. On n'a pas toutes les réponses, et on n'a jamais toutes les réponses. Mais du coup, c'est vrai que j'ai remarqué cette tendance à se concentrer uniquement sur les aspects qu'on pense pouvoir contrôler directement. Et ça devient une prophétie forcément qui s'auto-réalise, hein, parce que une sphère d'influence, elle se réduit
en proportion de celle de notre attention. Donc, on n'y peut rien. Alors, c'est pas exactement comme ça que je l'exprime, mais par exemple, j'ai liquidé les médias de chez moi parce que ils ne montrent jamais. Alors déjà, ils montrent jamais ce qui est beau. Et on va pas quand même dire que tout est dramatique, hein. Non, c'est pas vrai. Il y a de très jolies choses qui pourraient être montrées, qui donneraient le moral aux gens. Mais apparemment, il y a une grosse volonté de détruire tout le monde. Alors, et quand on montre quelque chose, on va vous montrer tout ce qui se passe à l'autre bout du monde. Alors là, pour le coup, effectivement, il y a des tas d'interventions qui sont faites. C'est à l'autre bout du monde. Moi, je suis toujours... comme j'ai adopté mon chien, je connais quelqu'un qui a pris un chien qui vient d'Ukraine. Cette personne, oui, elle s'est donnée bonne conscience. Mais il y a un truc qui va pas, parce qu'il y a tellement... Nos refuges ici sont pleins à craquer. Donc, pourquoi aller, chercher une solution à l'autre bout du monde alors qu'on peut aider déjà autour de nous? Et ça, c'est pas de l'égoïsme, par contre, c'est que on n'a pas forcément la possibilité d'aller dans des pays autres. Je crois qu'au contraire, ce sont peut-être à eux de trouver la solution à leurs problèmes et d'arrêter de se battre, parce qu'on ne les connaît pas. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça devient très médiatique à nous montrer des guerres, mais et puis on nous montre que ce qu'on a envie de nous montrer en plus. C'est très difficile de se positionner. Et donc effectivement, quand je rencontre quelqu'un qui me dit « Tu te rends compte, ceci, cela », j'y écoute. Tu vois, moi j'essaye déjà de travailler sur le terrain, donc sur le secteur, donc sur le local. Et je pense que si chaque personne met un petit effort pour ceux qui... Parce que quand je parle d'animal, c'est y compris l'humain, hein. Donc d'aider à relever ce qu'il y a autour de nous pour soigner notre esprit. Ce sera déjà pas mal. Et ensuite, de travailler sur le secteur sur lequel, justement, on peut faire quelque chose, parce qu'on peut toujours faire quelque chose, et d'agir à ce moment-là en fonction de ce qu'on peut, de ce qu'on a, des moyens, de se former, d'aller chercher les informations au niveau scientifique, pas trop au niveau médiatique. Sachez que vous verrez, si vous comparez, vous allez avoir une grosse différence. Enfin, voilà, c'est tout ce problème d'être vraiment conscient pour que l'esprit et le cœur soient reliés. Et là, vous verrez que vous pouvez participer. Je vais peut-être arrêter pour aujourd'hui. Il y a d'autres causes, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Du coup, je ne vais pas non plus toutes les mettre sur une émission. En général, j'essaye de ne pas dépasser trop de temps. Et je dépasse, et je veux pas que ce soit long pour vous, ou qu'il y ait des choses qui soient incompréhensibles. C'est pas ça, enfin oui, parce que sinon c'est contre-productif. Et non, j'essaye justement pour ce que je sais, que je connais, de justement répandre la connaissance, l'information, pour que vous qui écoutez cette émission, vous soyez aussi critique envers ce que je dis, et que vous puissiez avoir les informations qui sont valables sur votre secteur, qui ne sont pas forcément les mêmes que sur le mien, mais en regardant vraiment le côté scientifique et pas le côté médiatique qui va vous culpabiliser, qui va
Les scientifiques vont pas vous culpabiliser, ils vont vous montrer quelque chose. C'est sûr que si on écoute la communauté scientifique, c'est vrai, c'est pas joyeux. Je vais pas vous mentir, mais on peut opérer un changement de cap. Voilà. C'est encore possible et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais beaucoup de choses et que tout ce que je peux faire, c'est avec plaisir. C'est vraiment un plaisir de le faire. Alors si vous avez envie de participer, je vais peut-être mettre un formulaire d'inscription sur l'article qui paraîtra mardi sur le Kersley Academy Project. Comme ça, même si vous n'avez pas de blog, pas de réseau, vous pouvez l'envoyer ici à l'association ou par une amie. Voilà, je vais essayer de faire en tout cas un petit tableau en prenant tous les samedis et en proposant un thème sur la nature. Voilà, avec ce qu'on peut juste montrer de beau. Et ne croyez pas que ça ne changera pas les choses, parce que tous ce qu'on l'on voit nous inspire. Et juste mettre la photo, j'ai pris l'exemple de l'arbre, donc je vais rester là-dessus, donc s'asseoir auprès d'un arbre pour lire, c'est super. Ceux qui sont vraiment coincés dans les agglomérations n'en ont pas forcément l'occasion. Par contre, s'ils viennent vous voir, que vous l'avez en photo, que vous racontez une belle aventure parce que vous avez fait une promenade de 2 heures dans un coin génial, c'est une participation et c'est un début du changement de cap. Et oui, je considère que ce doit être à la portée de tout le monde et pour que chacun se déculpabilise déjà d'une et puis puisse se dire voilà, aujourd'hui j'ai fait ça et j'ai apporté une petite pierre à l'édifice. Tout simplement. Je vais donc arrêter cette émission pour aujourd'hui. Je vous laisse la musique comme d'habitude. C'est vrai que pour ceux qui écrivent juste derrière, ça permet ça permet une méditation, ça permet d'être au calme. Je suis très 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 musique et je lis en musique. Je choisis mes thèmes musicaux aussi. Et c'est souvent ça développe l'intuition. La sonorité, je vais travailler le yoga du son mais je ferai une autre émission pour ça. Quand on est dans la nature, on entend, même si on n'en est pas conscient, la fréquence qui vient de tout ce qui nous entoure et c'est pour ça qu'en fait on se retrouve très ancré, très bien, et que ça procure un bien-être. Et voilà, donc ça fait aussi partie de ce qui m'intéresse et de ce que j'étudie actuellement. Je vous remercie en tout cas de suivre cette émission. Je vous remercie pour les messages que je reçois, qui me permettent aussi de répondre aux questions à travers ces émissions et de continuer. De savoir que quelque part, même si je touche une personne, j'aurai touché une personne. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à la prochaine.